Alors, bien sûr, une autre méthode, c'est aussi couvrir. Donc, j'ai appelé ça à vos couvertures. Donc, c'est bien connu en permaculture. Donc, la couverture du sol, c'est primordial. Hein. Donc, ça évite l'évaporation, ça maintient l'humidité, présence dans le sol, mais ça nourrit aussi le sol. Donc, on y met des matières que je vais nommer après, des matières organiques qui vont se transformer en humus grâce au travail des micro-organismes du sol. C'est donc, on garde l'humidité et on nourrit le sol en même temps. Donc on a vu, au plus d'humus qu'on a, au plus qu'on stocke de l'humidité. Lorsqu'il y a piétinement sur les endroits où on a paillé, eh ben, il y aura moins de conséquences que sur un sol nu. C'est-à-dire qu'il y a cette couverture qui sera là quand même, qui va déjà amortir un peu la compression des couches. Mais il y a cette couverture qui va faire écran par rapport au soleil et l'humidité qui pourrait venir en surface est cachée par la couverture de matière organique. Donc c'est déjà une moindre conséquence, moindre risque. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériau pour la couverture? Bon, des fines couches de tonte de gazon, donc en fines couches, faire ça régulièrement, rajouter, pas mettre des grosses quantités en une fois, mettez des petites quantités. Si vous avez d'autres matériaux que vous pouvez mélanger avec la tonte de gazon, c'est pas plus mal. Ça peut être des fans de légumes. J'avais dit tout à l'heure, vous arrachez vos pommes de terre. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, pour être débarrassé de ça, on laissait sécher et puis on mettait le feu. Bah, ça avait une odeur un petit peu particulière. Les patates dedans. Ben, ouais, les fermiers, parfois, ils brûlaient le chaume des pailles aussi. Ben, tout ça, bon, ça ne se fait plus. Hein. On est devenu un peu plus conscient que c'est quand même des matériaux qui servent de couverture, qui contiennent certaines richesses et qui peuvent retourner au sol aussi. Parce que les fans de pommes de terre, ben, il y a aussi des éléments nutritifs là-dedans qui doivent retourner au sol. Alors, donc les autres matériaux qu'on peut ajouter, c'est soit fans de légumes, la paille, et alors surtout des broyats de vos haies, de vos arbustes. Moi je trouve que c'est vraiment, moi j'ai acheté un bon broyeur, là. J'ai quand même quelques haies autour de chez moi, pas des tuyaux, des haies feuillues. Et voilà, je taille ça 1 à 2 fois par an, et bon, je passe ça au broyeur, et puis je mets ça en surface, donc toujours en surface, hein, jamais enterré. Donc comme ici, pendant l'été, ben voilà, il y a une bonne partie de mon jardin qui est couvert par tout ça. Hein. Donc il y a les fans de petits pois aussi, donc on a récolté les petits pois, au lieu de mettre ça dans le tas de compost. Souvent on dit ça, hein, on met dans le tas de compost. Voilà. Coupez, arrachez en petits morceaux et mettez sur le sol. Vous venez repiquer vos scaroles et vos endives frisées, voilà, et vous mettez vos fans de petits pois. Ensuite, un peu de gazon. Vous broyez vos haies, ben, vous remettez une petite couche de tout ça. Alors un autre matériau qui est, à mon avis, intéressant aussi, c'est le miscanthus. C'est un peu comme... C'est pas la famille du bambou, c'est une herbacée. Mais allez, ça fait une tige de même pas 1 centimètre d'épaisseur. Et ça fait un peu... voilà, ça ressemble à un bambou, mais c'est... Ouais, on croit que c'est du bambou, mais en fait c'est une herbacée. Eh ben ça, broyer, eh ben, c'est un matériau qui est durable, qui reste longtemps et qui n'attire pas les limaces. Parce que c'est un peu rugueux, je pense, à mon avis.
Et c'est un truc qui reste vraiment longtemps. Donc généralement, moi je le faisais au printemps, lorsque Miscanthus avait passé l'hiver, j'utilisais les petites cannes là, pour faire des petits repères de semis. Là. Je coupais ça en petits morceaux. Et les cannes qui étaient trop faibles, je broyais tout. Et voilà, ça faisait un bon paillis. C'était assez jaune et sec. Quoi. Et celui-là, il tient vraiment bien. Mais ici, cette année, je me suis dit, grosse touffe de Miscanthus, j'étais un peu gros. Je vais couper. Et j'ai broyé en fait vert, plus ou moins. Ça fait de la belle matière et ça tient bien. Je trouve que c'est vraiment... C'est comme de l'herbe mais plus rêche. Là. Ça se vend d'ailleurs. Hein. Comment? Ça se vend d'ailleurs. Ouais. Bon, moi je dis, mettez une touffe de Miscanthus dans un coin là, et utilisez ça comme paillage, vous n'allez pas être déçus. Il repousse plus fort après qu'il a été coupé. Pardon? Il va repousser, il va repousser, mais il va plus venir si haut. Hein. Non, il va pas s'étaler plus. Non. Ça s'agrandit toujours un peu. Hein, donc, à la longue, on commence avec une touffe comme ça, puis ça finit comme ça, après une dizaine d'années. Mais voilà, il suffit. Et pour enlever, c'est pas évident, hein, parce que c'est dur. Et alors, et ça pompe beaucoup d'eau, donc c'est sec. Hein. Donc s'il faut enlever maintenant, c'est compliqué. Bon, si on n'a pas tout ça, il y a aussi le commerce qui nous propose plein de matériaux. Des coques de cacao, des écorces broyées, des paillettes de lin. Tout ça, ça coûte évidemment. Mais je suis sûr que vous faites le tour de votre jardin, s'il n'est pas trop propre, entre guillemets, vous allez trouver plein d'éléments intéressants. Vous pouvez faire un paillis, de la consoude, des orties, des herbes. On en fait une bonne faucille là, Maria, et on y va. Et voilà, et après on peut même laisser sécher un petit peu, et puis on ramène tout ça entre les légumes. Voilà, vous allez être heureux, vous n'allez plus avoir de mauvaises herbes, parce que ça couvre aussi, donc ça empêche la lumière pour les adventices qui vont pousser, et en même temps, ça garde l'humidité, et ça nourrit votre sol. Que demander plus? Jardin est content, jardinier est content aussi. Voilà, c'est vraiment, je crois, intéressant de faire ça. Et les plantes aquatiques aussi, c'est un bon paillage. Quand on nettoie la mare ou le bassin à poisson, on peut récupérer. Voilà. Ça, ce sont des boues qui peuvent, bien sûr, aussi, les algues vertes là, des mares. Les lentilles. Voilà, tout ça, ça peut aller sur le jardin, ça ne va pas repousser, ça fait une couverture et ça va se décomposer. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on pense. Allez, quand on dit, qu'est-ce que je vais... Mais non, le jardin ne demande pas mieux d'avoir tout ça. Bon, on pense parfois aux copeaux de bois. Ça aussi, on vend parfois dans les commerces. Mais c'est très carboné. Moi, je ne conseille pas de mettre ça directement sur le jardin. Moi, j'utilise ça en mélange avec la paille pour mon poulailler. Donc, j'ai quelques poules, dans leur habitat. Je mets des copeaux de bois et je mets un peu de paille, elle mélange tout ça, et après je ne mets même pas entre mes légumes, je pourrais le faire, mais j'ai aussi encore des bacs à compost où je mets aussi certains déchets. Quand j'ai trop de broyat, je mélange aussi une partie, mes déchets de légumes, des fientes de poule, j'ai toujours mon bac en compost. Pourquoi je fais un peu du compost? Parce que c'est un matériau, une fois qu'il est bien décomposé, je m'en sers pour repiquer, par exemple, mes tomates, mes choux, mes céleris. Tout ça, c'est un bon substrat, au lieu d'utiliser plein de terreau, qui est finalement souvent de la tourbe, finalement. Et c'est beaucoup plus nutritif. Et ça permet de garder vos plantes même un peu plus longtemps en pot. Et quand vous faites par exemple des cultures en pot de tomates, par exemple, je mets
souvent, enfin, dans ma façade, là, je mets des pots d'une vingtaine de litres, 14 à 20 litres, et je mets des tomates variétés créatives, genre Stupis. Ben voilà, moi j'ai des tomates qui sont plus hautes que moi, hein, qui poussent là en pot. Ah ben voilà, j'utilise une partie de mon compost, une partie de la terre noire du jardin, et j'y ajoute un peu de terreau pour encore garder une certaine souplesse, une poignée d'engrais organiques, et voilà, j'ai mes tomates là. Donc ces tomates-là au 1er juin, au 1er mars, et cette année, au 15 juin, j'avais ma première tomate rouge à manger. Dehors. Donc il faut commencer tôt, façade bien exposée, soleil, les briques redonnent de la chaleur. Ah, voilà, c'est une variété active, évidemment. Donc on peut faire ça avec les poivrons, aubergines aussi. Donc j'ai des pots un peu plus petits que j'intercale entre mes tomates. Voilà, j'ai toute une façade comme ça. C'est une façade végétalisée si on veut. Au lieu de mettre du lierre et tout ça qui ne mange pas, hein, finalement. Pas qu'au passage. Non, non, c'est chez moi. Donc, Ah oui, mais pas la façade sur ouais, voilà. c'est une Mais 4 même, façades. il y a Donc, des fois des façades, allez, il y a un non, petit mais- jardin devant. Ouais. Voilà. Et c'est pour dire que voilà, on peut même agrandir un peu son potager si on veut. Mais il faut arroser régulièrement quand même. Bon, revenons à nos moutons. Alors, on a parlé de couverture plutôt morte, mais on peut aussi faire couverture vivante, un peu comme Ignace nous l'a dit tout à l'heure, avec de l'engrais vert. Donc on peut mettre des graminées, du trèfle, moutarde, facélie, donc l'intérêt pour les butineurs. Alors il y a un autre légume qu'on a parlé aussi tout à l'heure, c'est l'épinard, qui peut servir d'engrais vert, qu'on peut semer, faucher, laisser la racine, faucher, laisser sur place. J'en ai déjà parlé, c'est la méthode de Gertrude Frank, c'est-à-dire que les épinards font chercher les engrais, tout ça en profondeur, poussent rapidement, on peut en manger, une partie, on fauche et on laisse sur place, et l'interligne, donc l'épinard est semé entre les lignes de légumes, donc à Albec, je mets 70 cm, 70, et entre deux, je sème les épinards. Et ça sert d'endroit où je mets tous mes déchets, des trucs fauchés ou des trucs Épluchures et tout ça. arrachés, des mauvaises herbes. Je laisse tout là, entre les légumes. Ça fait un écran, ça nourrit le sol, et c'est tout l'engrais que je ne dois pas ajouter. Et ça empêche les herbes indésirables. Voilà. Donc, la lumière, empêcher la lumière d'atteindre le sol, ça empêche la germination des graines indésirables. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Tu as toujours parlé du soleil, mais ce qui dessèche encore plus, c'est le vent. Ouais. Donc Le s'il y a une vent, couverture ouais. comme ça, le vent touche plus le sol. ouais, ça aussi. Donc les UV déjà, les UV font déjà tuent une partie de la vie du sol en surface. Donc déjà si vous mettez un écran, ça empêche déjà ça. Ça empêche le vent de venir lécher par frottement comme ça et aspirer l'humidité du sol. Donc tout ça sont des choses qu'il faut mettre en place. Ça ne demande pas beaucoup de travail, c'est simplement, il faut y penser, c'est tout. Alors lorsqu'on pratique de la sorte, on n'épuise pas son sol non plus. Donc on pourrait se dire, tiens, l'engrais vert ou bien des trucs que je laisse pousser entre deux. Si on fauche les choses qui sont entre deux, par exemple des mauvaises herbes, je dis ouais mais ces mauvaises herbes elles prennent de l'eau, elles prennent des nutriments au sol, au détriment des plantes, des légumes qui sont à côté. Ben non, vous fauchez, et vous remettez,
sur le sol. C'est ça. Donc, il ne faut pas oublier qu'une plante, quand elle pousse, elle puise beaucoup de choses dans l'air. Donc, il y a l'azote de l'air, il y a le carbone dans l'air, donc, le dioxyde de carbone dans l'air. Les plantes pompent aussi des choses, des éléments, pas uniquement dans le sol, mais aussi dans l'air. Et lorsque vous fauchez tout ça et que vous remettez ça au sol, en fait, c'est un peu le système des forêts. On dit, bah, il faut mettre le carbone dans le sol. Hein, on entend ça, hein, les commentaires là, de réchauffement climatique, c'est parce qu'il y a trop de carbone dans l'air. Donc on brûle les trucs fossiles, hein, le charbon, le bois, le pétrole, bah, tout ça c'était du carbone qui était stocké dans le sol, au sous-sol même, et on vient brûler ça, on met du carbone dans l'air, bah, en mettant des forêts, des plantations, on vient recapter ce carbone et on vient le restocker dans le sol. À petite échelle, hein, mais ça se fait. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, une culture, on met des plantes, on les fauche, ce que je viens de dire, et c'est le principe de la syntropie. Vous avez déjà entendu parler de la syntropie? Alors, c'est quoi? J'ai un peu noté ce qui est dit sur Internet. Mais bon, la syntropie en agriculture, c'est une méthode qui vise à créer des écosystèmes productifs en imitant les processus naturels de succession écologique dans la nature. Elle se caractérise par des cultures denses et diversifiées, donc serrées et multiples, et organisées en différentes strates. C'est un peu ce qu'on trouve ici dans le jardin de Gilbert. Hein. Des jardins. Pour favoriser l'accumulation de biomasse, augmenter la fertilité du sol et la biodiversité. Donc cette approche s'inspire de la nature pour restaurer et maintenir la fertilité des systèmes agro-écosystèmes. Donc cette technique, elle a d'abord été mise en pratique dans les pays à zone tropicale, donc le Brésil par exemple, on a commencé à faire ça. Et ça peut être adapté aussi à nos régions. Donc en fait le principe c'est ça, c'est de mettre beaucoup de choses et au fur et à mesure que ça pousse, c'est d'éliminer, d'éclaircir et de remettre sur place. Donc ça sert d'engrais, mais toutes ces plantes entre elles s'entraident. Et ensuite, on élimine pour laisser d'autres venir plus grandes. Et celles qu'on a éliminées viennent nourrir celles qui continuent à pousser. Donc ça fait une biomasse et une vie intense dans le sol qui active de plus en plus. Donc en fait, le sol c'est ça. Hein. Il faut activer la vie dans le sol. Et à l'heure actuelle, l'agriculture traditionnelle, c'est l'inverse qu'on fait. On vient épuiser tous les éléments nutritifs qui ont été stockés pendant des siècles avant l'avènement de notre agriculture. Et en fait, on vit sur nos réserves. Et à la longue, on risque fort que nos terres deviennent de plus en plus pauvres. Avec ce système-là, donc il y a déjà des fermiers qui font la culture en semi-direct. Donc, ils mettent plusieurs cultures en même temps. Et certaines cultures, donc des engrais verts, peuvent aider d'autres cultures à pousser. Mais le tout, c'est de faire un tri au moment de la récolte. Et bon, c'est un peu compliqué parce que la mécanisation, c'est un peu plus complexe. Mais pour garder la vie du sol et la fertilité des sols, c'est vers ça qu'on devrait aller. Voilà, ça c'est une parenthèse. Je vais un peu essayer de trouver la documentation là-dessus pour vous en parler peut-être un peu plus de ça. Peut-être que l'hiver, je vais peut-être bouquiner un petit peu et essayer de vous expliquer un peu plus en détail cette façon de faire.
Alors, quel arrosage peut-on faire? Donc on a dit, il faut essayer de favoriser le racinement en profondeur. Donc mouiller légèrement et superficiellement, à mon avis, c'est pas la bonne méthode, c'est pas la meilleure des solutions. Il vaut mieux une quantité plus importante et de façon espacée. Même en serre, c'est comme ça aussi. Donc je dirais, si c'est nécessaire, bon, en serre, ça sera nécessaire, puisqu'il ne pleut jamais dans la serre, mais on peut se limiter à une fois par semaine, mais on met une bonne quantité, 10 à 20 litres d'eau par mètre carré, voilà, à disposition des plantes qui sont, par exemple, en serre. Dans le jardin, c'est en fonction de la météo, en fonction de l'état du sol et de la quantité d'eau qu'on a à disposition, évidemment. Mais c'est pour dire que les petites quantités, les petits pipis, comme ça autour d'une plante, ça ne sert pas à grand chose. Déjà, s'il n'y a pas de couverture, ça va s'évaporer aussi vite. Les plantes vont développer leurs racines autour de ce petit pipi. Ce n'est pas en profondeur, donc elles ne seront pas autonomes non plus. Elles vont devoir attendre notre bonne volonté pour remettre ce petit pipi chaque fois, tous les 2 jours. Voilà. Et leur enracinement ne sera pas profond, donc ils seront dépendants de... Si un jour on veut partir en vacances, ben voilà, on va revenir avec un jardin en mauvais état. Hein. Ça risque d'être la catastrophe. Donc ça doit rentrer en profondeur. Donc et c'est à ce moment-là que les racines vont aller chercher cette humidité qui sera descendue en profondeur. Quand on met un paillis, donc on met des paillis, on peut mettre des paillis un peu à la fois. Donc alimenter son paillis régulièrement avec ce qu'on trouve dans le jardin, refaucher et remettre. Voilà. Comme ça, même quand il pleut un petit peu, ben, ça passe à travers ce paillis et ça reste en dessous. Les cultures en pot là, que je parlais là, tout à l'heure, mes tomates, là, là aussi je mets un paillis. Donc qu'est-ce que je fais? Mon bac à compost, après 8 mois de compostage, le compost est plus ou moins mûr, je le tamise et les gros déchets, plus bruts, je pourrais les remettre à nouveau dans le bac à compost de départ pour refaire un cycle, pour que la décomposition continue de ces gros déchets. Ben ici, je les utilise pour couvrir mes pots en surface, mes pots de tomates, gros containers. Comme ça évite aussi. Il ne faut pas oublier qu'un pot exposé au soleil, c'est chaud, ça s'évapore. Le soleil direct sur la surface du pot, ben, comme c'est presque du terreau, ça s'évapore très vite. En mettant un paillis, ben voilà, je garde aussi mieux cette humidité. Alors, quel moment de la journée est le plus propice pour arroser? Du matin. Le matin de bonne heure. Tout dépend de l'endroit. En pleine terre, on peut le faire en fin de journée. Parce que ainsi, le soleil est parti se coucher, les plantes vont en profiter un maximum, ça ne va pas créer de choc thermique. Ouais, choc thermique, et en même temps, il n'y aura pas de confinement d'excès d'humidité. Parce que c'est en plein air, ça sèche. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura le moins d'évaporation. Donc, l'eau qu'on aura mis, elle aura bien le temps de descendre. Par contre, en serre, ça sera différent.
là, je te rejoins, Rita, que là, c'est mieux tôt au matin. Pourquoi? Parce qu'on viendra mettre de l'humidité, c'est quand même un lieu plus ou moins confiné, puisqu'il y a des parois, même si on ouvre les portes, c'est quand même plus confiné que dehors. Et cette humidité stagnante pourrait créer des condensations et créer des débuts de maladies cryptogamiques, le mildiou par exemple. Donc là, c'est plus intéressant de le faire au matin. Et bien sûr, aérer au maximum, pas fermer les serres, évidemment, laisser ouvert. Et la chaleur qui va venir un peu à la fois, la chaleur naissante du petit matin, va faire évaporer l'excès d'humidité et ça sera évacué par les portes. Donc là aussi, en serre, il faut aussi mettre un paillis pour garder, emprisonner l'humidité en dessous et mettre des quantités, comme j'ai dit, pas les petits pipis, mais une bonne quantité. Je vais arrêter parce que sinon je vais dépasser. J'avais encore le système de repiquage sans eau, Ouais, bah, c'est ce que très je cher prévoyais. à Gilbert Cardon. Ouais. Et je vais garder ça pour une autre fois parce que J'attends sinon- 3-4 jours et après je vais arroser. mais ça, je vais peut-être en parler une autre fois. Voilà, désolé, mais je suis pas arrivé au bout de mon sujet. Voilà, je vous souhaite Merci. un bon dimanche et à Merci. au prochain. Il y a-